Et salut tout le monde, un nouvel épisode de Double Team aujourd'hui et on a pris un nouveau consultant First Team, on continue de faire tourner puisqu'on a un effectif très large et très long et on fait rentrer encore un très bon joueur, le meilleur marqueur en National 3 l'année dernière, c'est pas rien, c'est Tutur qui est avec nous. Comment ça va? Ça va super, et toi? Quand tu me présentes comme ça me donne de la force. Écoute, j'en profite puisqu'il y a une nouvelle saison qui arrive, tu seras peut-être pas le meilleur marqueur ou alors back to back, ce serait exceptionnel. Ouais, on verra, pas de pression. Pas de pression. On va revenir aujourd'hui sur la carrière d'un mec qui a une carrière atypique, quand même plutôt rapide. Elle a duré 9 saisons, moins de 500 matchs, et pourtant il a quand même laissé une trace dans la NBA. C'est Jeremy Lin qui vient de prendre sa retraite. Ouais, Jeremy Lin, et tu vois là, t'as tendance à dire que c'est une carrière qui est plutôt courte. 9 saisons en NBA, moi je dirais que c'est plutôt une carrière solide et longue en vrai. 500 matchs, presque 500 matchs, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont fait autant de matchs, donc c'est plutôt pas mal et on va essayer de s'attarder un petit peu sur lui, quoi. Toi, quand on te parle de Jeremy Lin, c'est quoi déjà la première image qui te revient de lui? C'est clairement la Linsanity, cette période de février 2012 qui a été incroyable, et je sais qu'il y a plein de personnes qui découvrent le basket sur ces dernières années et qui ne se rendent pas compte de l'impact qu'a eu la Linsanity sur la NBA, sur le sport au global et notamment aux États-Unis, et je suis obligé de penser à ça quand on parle de Jeremy Lin. Mais c'est vrai que c'est un mec qui a marqué les années 2010. Tous ceux qui suivaient la NBA à ce moment-là ont vraiment un souvenir de lui. Ceux qui commencent plus sur le tard, période 2018-2019, ils connaissent pas Jeremy Lin, ou alors de loin, mais ils ont pas l'impact qu'il a eu, ils ont pas le ressenti qu'on a eu à ce moment-là. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. C'est un joueur que tu as aimé? Si on le compare à certaines de nos idoles, forcément c'est un petit peu différent, mais le pic a été tellement haut, ça a été tellement intense. Tu sais, des fois on essaie de trouver des comparaisons avec des rappeurs, avec des artistes, dans la manière dont ils ont marqué leur époque, et franchement Jeremy Lin, c'est hyper dur tant son haut a été très rapide, et surtout c'était tellement incroyable. Tout le monde en parlait. Moi, je me rappelle avec Thomas et Erwan, on se faisait des débriefs et on discutait un petit peu de ce qui s'était passé la nuit d'avant durant cette période. Et honnêtement, je ne sais pas si on revivra quelque chose d'aussi fort, en tout cas dans les prochaines années. Je vais faire plusieurs quiz, j'aime bien faire ça pendant Double Team. Très simple pour savoir si tu maîtrises un peu ton sujet. Est-ce que tu es capable de me faire toutes ces franchises sans te tromper? Alors, je pense qu'il commence aux Warriors. Ouais. Après, il fait d'abord la Summer League avec Dallas. Bien vu. New York. Ben oui. Ok, New York. Warriors, New York. Houston après. Ouais. Après, il va aux Lakers. Ouais. Après, il fait Charlotte, Brooklyn. Je ne l'ai pas dans l'ordre, peut-être pas. Si, c'est très bien. Et après, il termine à Toronto. En passant un peu par Atlanta. Ok, je l'avais pas. Un peu par Atlanta, mais je vois que tu es plutôt calé. Donc, on peut lancer ce double team sur Jeremy Lin. Et Jeremy Lin, il est donc né le 23 août 1988 en Californie. Ses parents, ils ont déménagé de Taïwan pour venir vivre aux États-Unis. Ils étaient très pauvres, à tel point qu'il raconte beaucoup qu'il a joué avec des baskets trouées et que son rêve, quand il était jeune, c'est de devenir riche et s'acheter toutes les chaussures qu'il voulait. Toi, tu me disais en rêve que tu avais écouté le podcast avec sa mère, puisqu'il tient un podcast. Est-ce que là-dedans, il revient beaucoup sur sa jeunesse et comment c'était dur aussi d'arriver aux États-Unis? Ouais, il revient dessus, et le podcast est hyper intéressant parce qu'il laisse beaucoup la parole à sa mère, et sa mère revient sur le fait que il avait de temps en temps du mal à se faire des amis. Alors il reviendra peut-être un petit peu plus tard en disant que peut-être c'était le côté asiatique, notamment lorsque tu fais du basket, on n'a pas tellement l'habitude de voir des asiatiques, et c'est quelque chose sur lequel il va revenir assez régulièrement dans sa carrière. Mais il disait que quand il était jeune, les pick-up games notamment, il se faisait sélectionner en dernier, pas parce qu'il était le moins bon, il disait, mais parce qu'il était asiatique. Et c'est vrai que tu le disais sur les terrains de basket, il y a ce racisme mine de rien anti-asiatique, qui est peut-être pas du racisme, mais en tout cas des préjugés là-dessus, où tu vas être un peu plus frêle, et ça va le suivre tout le reste de sa carrière, c'est vrai. Bah oui, clairement, le basket, notamment NBA, est pratiqué par beaucoup d'Afro-Américains qui ont vraiment ce côté athlétique, si on est dans la caricature, et peut-être un petit peu moins par des Asiatiques. Lorsqu'on pense à des Asiatiques en NBA, on va penser tout de suite à Yao Ming, qui a un format et qui fait 2m30, et peut-être pas à Jeremy Lin, qui était dans la moyenne, parce qu'il doit faire 1m90. Et effectivement, il avait un petit peu du mal à se faire des amis, et sa mère revient notamment sur le fait que c'était un garçon qui était très turbulent, très jeune, et qui n'avait qu'une obsession, c'était de rentrer à Taïwan. Et sa mère disait que des fois, elle le surprenait en train de faire son sac à dos pour pouvoir demander aux parents de repartir à Taïwan, et requête qui était évidemment refusée. C'est marrant. Il se met très jeune au basket, mine de rien, il fait son lycée à Palo Alto. D'ailleurs, Palo Alto, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Silicon Valley, c'est là où a vécu Steve Jobs. Et lui, mine de rien, ça va être un mec brillant, ça veut dire qu'il va être brillant au basket parce qu'au lycée, il sera capitaine de son équipe, mais aussi brillant dans les études parce qu'il sort de son lycée avec un diplôme en économie.
On dirait un peu High School Musical, tu vois, le truc, genre le mec est talentueux de partout. Ouais, clairement, il était dans un environnement avec des parents qui le poussaient, et sa mère revient dessus dans le podcast, les poussaient à faire plein d'activités. Donc ça passait par le basket, mais ça passait aussi par l'école. Donc Jeremy Lin était plutôt très brillant. Et comme tu le disais, il a grandi à Palo Alto. On est au plein milieu de la Silicon Valley, la région avec toutes les grandes universités, le milieu de la tech qui est en dessous de San Francisco. Et on verra par la suite que c'est une constante parce qu'il va atterrir, du coup, tu vas pouvoir nous dire, à Harvard, qui est une des meilleures universités sur le plan académique du pays, peut-être un petit peu moins sur le basket. Et puis voilà, en tout cas, ça a toujours été un garçon qui a été hyper studieux. Mais c'est ça, c'est parce que finalement, il sort de son lycée à Palo Alto, il est capitaine de l'équipe, il veut obtenir une bourse, mais il va pas en avoir pour ni UCLA ni Stanford, qui sont les deux facs qui recherchent. À l'époque, UCLA, il y a Darren Collinson, il y a Russell Westbrook surtout, Kevin Love qui est là-bas également. Et lui, finalement, il va arriver dans la plus grande université du monde, qui est Harvard, qui est connue évidemment pour le côté plus intellectuel que sportif. Est-ce que tu connais un peu cette fac sur le plan sportif? Parce que nous, c'est vrai qu'on connaît que ce côté très scolaire de Harvard, mais plan basket, ça vaut quoi Harvard? Alors sur le plan basket, Harvard, comme tu sais, aux États-Unis, il y a différentes conférences, notamment pour les facs, pour la NCAA, et Harvard, ça fait partie de la Ivy League. C'est une ligue, si je caricature un petit peu, c'est une ligue qui est hyper scolaire. Tu vas avoir Princeton, tu vas avoir Yale, tu vas vraiment avoir des universités qui sont privées, qui sont très très anciennes, et où effectivement le sport n'est pas la priorité. Alors ça performe, et ces facs performent dans certains sports, genre l'aviron, mais pas dans le football américain ou dans le basket. il fait un cursus complet à Harvard quand même, de 2006 à 2010. Il a plutôt des bonnes stats. Est-ce que toi, qui est un suiveur de NCAA, vraiment peut-être le meilleur avec Arwan, et maintenant tu l'as devancé évidemment, merci. Est-ce qu'à cette époque, tu avais entendu parler de Jeremy Lin ou pas du tout? J'imagine pas. Franchement, pas du tout. Pas du tout. On est au début des années 2010. La NCAA, on peut commencer à regarder sur certaines chaînes, ESPN America ou autres. Avec Arwan, on se faisait des matchs chez lui à l'époque, mais clairement pas. C'est des facs qui sont de second ou de troisième plan, donc on pouvait pas en entendre parler. Par contre, en 2011, j'étais tombé sur des vidéos sur sa chaîne YouTube, parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, en NBA, tu as énormément de joueurs qui documentent leur été, leur progression, leur Bilal Koulibaly le premier. Bilal Koulibaly, on peut penser à... Bref, il y a plein de joueurs qui font ça, Jalen Green par exemple. Et lui, c'est un des premiers joueurs à faire ça, où il filmait un petit peu son quotidien en off-season, notamment sur l'été 2011. Et je me rappelle que je regardais ces vidéos parce que c'était une des seules chaînes où on pouvait voir des joueurs NBA. Il sort d'Harvard avec un diplôme en économie. Il se présente à la draft 2010. Mais malgré ses bonnes stats à Harvard, finalement, les scouts vont estimer qu'il est trop frêle, qu'il n'est pas un super défenseur. On lui dira aussi qu'il a un jump shot un peu trop limité. Et il y a même Daryl Morey qui est à cette époque-là GM des Rockets, qui est très connu pour utiliser lui les données analytics. C'est peut-être même le pionnier là-dedans. Et il va dire que leur modèle analytique le classait comme un potentiel top 15 de cette draft 2010. Mais il a avoué ne pas avoir suivi son modèle parce qu'il était influencé par l'image extérieure. On disait qu'il était trop fragile, pas athlétique. Tout ça parce qu'il était asiatique. Même là, ça va peut-être l'empêcher d'être appelé, puisqu'il ne va pas être appelé à cette draft. Ouais, clairement, on y revient. J'avais regardé pour préparer l'émission son scouting report. Et effectivement, les qualités qui lui étaient allouées, c'était toutes les qualités de lecture du jeu, le fait que ça soit un bon leader, qu'il puisse prendre ses responsabilités, etc. Mais dans les weaknesses et dans les faiblesses, il y avait effectivement tous les doutes qu'il pouvait avoir sur le côté création de tir et qualité athlétique. Et voilà, ça reste la NBA. On est vraiment dans l'élite de l'élite du basket, et on peut rapidement se laisser tenter en se disant c'est un asiatique. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. C'est d'ailleurs très rare encore aujourd'hui. On a des doutes sur sa capacité à pouvoir faire des différences, notamment par rapport à son physique. Et voilà, Daryl Morey l'assume. Je pense qu'il y a plein d'autres GM qui auraient peut-être un petit peu plus de mal. Mais en tout cas, c'est clairement ce qui ressort lorsqu'on regarde 15 ans en avant. Il ne sera jamais appelé à cette draft 2010 où le numéro 1 est John Wall. Voilà, on a fait d'ailleurs un double team exceptionnel avec Kevin Séraphin et Thomas. Pour la première fois, on l'a fait à 3 exceptionnellement, puisque Kev devait nous raconter un peu ce qu'il a vécu avec John Wall. Donc allez le voir, allez sur YouTube déjà. Je vais te faire un petit quiz sur cette fac, vu que tu es très bon en quelle fac, sur cette QV 2010. Normalement, c'est tes années. Okay. Tu me dis un peu d'où viennent les joueurs. Evan Turner, Ohio State. Alfaro Camino, Wake Forest. Cole Aldrich, je sais pas. Kansas. Avery Bradley, Texas aussi. ouais. Lance Stephenson,
Cincinnati. Cincinnati, bien, tu finis en beauté. Hein. J'ai pas pris les plus simples, j'ai pas pris dans l'ordre. Okay. J'ai pas pris dans l'ordre, j'ai pris quand même ceux qui ont une carrière NBA plutôt honnête derrière. Donc pas d'équipe pour Jeremy Lin, mais il va pas abandonner et il va jouer la Summer League pour avoir sa place dans la grande ligue. Et ça, c'est quand même un aspect important de la personnalité de Jeremy Lin, c'est la résilience. C'est un mec qui toute sa carrière va devoir se battre pour avoir des minutes et du temps de jeu. Il va surtout jamais abandonner. C'est quand même important quand tu veux devenir un joueur NBA. Bah oui, clairement. C'est vrai que très souvent on entend des belles histoires de gars qui persévèrent, qui continuent, mais il y a énormément de joueurs pour lesquels il y a de la casse, qui ne s'accrochent pas, qui ont été des superstars jusqu'à l'université, qui ont fait une saison moyenne et qui ont complètement abandonné. Ça n'a absolument pas été le cas de Jeremy Lin. Il joue quand même cette Summer League où il a toujours pas de contrat. Il joue la Summer League de Las Vegas, qui est assez connue pour... c'est son agent qui lui dit ça. Il lui dit il y a toujours 3 ou 4 contrats qui tombent pour les joueurs non draftés lors de cette Summer League à Las Vegas. Et ça va être le cas pour lui. Il a joué avec Dallas. Et finalement, il va signer donc chez les Warriors. Et ça y est, il va faire son entrée dans la Grande Ligue avec Golden State. Il commence donc sa carrière NBA avec Golden State. Toi, c'est quoi tes premiers souvenirs de Jeremy Lin dans sa saison rookie avec les Warriors? T'as des souvenirs qui te viennent? Ce qui est un petit peu bizarre, je trouve, par rapport à sa carrière, c'est que c'était un joueur limite un no-name. Il n'est pas drafté, mais à côté de ça, c'est une superstar dans sa région d'origine parce qu'il est drafté, il est avec Golden State et il est originaire du coin. Et il y a toute la communauté asiatique qui voit le premier joueur américain d'origine asiatique qui est dans un club, qui est dans une franchise NBA. Et à l'époque, Jeremy Lin, lorsqu'il se déplace dans sa région, c'est une superstar. Et à côté de ça, c'est un joueur qui est très random. Donc peut-être qu'on peut essayer de voir s'il y a un lien sur le fait qu'il n'est pas lâché avec cette pression d'être ce joueur d'origine asiatique qui porte les couleurs d'une franchise NBA. Tu as raison, quand il va arriver à Golden State, ça va vraiment être une star et un étendard, notamment pour les fans asiatiques. Mais c'est vrai qu'il va jouer 29 matchs avec les Warriors, même pas 10 minutes de moyenne. Il est envoyé 3-4 fois en D-League. Une saison rookie qui est vraiment discrète. La saison suivante, elle met en plus du temps à démarrer avec le fameux lockout de 2011. Lui va profiter pour aller jouer quelques matchs dans le championnat chinois. Il va surtout prendre du muscle. Il va prendre, je crois, 7 kilos de muscle avant le début de la saison. Mais les Warriors vont le cut. Les Rockets vont l'appeler pour jouer quelques minutes en pré-saison. Puis finalement, ils vont le cut ensuite. Le jour de Noël. Ouais, le jour de Noël. En fait, pour beaucoup, quand tu te fais cut 2 fois, ta carrière NBA, elle est mal barrée quand même. Ah bah oui, on va pas se mentir. Voilà, on sait que la NBA, au-delà du talent, c'est une question d'opportunité. Il y a aussi du réseau, des agents, etc. Et quand très rapidement, tu te fais couper par 2 franchises, tu as très vite fait soit d'arrêter le basket ou soit de rester très longtemps en G-League ou encore t'expatrier en Europe ou en Asie pour ces dernières années. Donc oui, on revoit les qualités de résilience, toute l'abnégation. Et tu dis quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait qu'il ait pris du muscle. Sur les vidéos YouTube dont je te parlais tout à l'heure, pareil, aujourd'hui on voit que tous les joueurs ils ont un diététicien, un nutritionniste, un coach pour la partie physique, un coach pour la partie basket, et lui dès 2011 on le voit dans ses chaînes YouTube en train de faire très attention à son alimentation, prendre soin de son corps, aller très très tôt à la salle, jouer des pick-up games, travailler sur ses skills, sur son tir, sur tout l'aspect technique, et c'est quelque chose qui était assez innovant pour l'époque. Aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé et en fait on voit qu'il avait déjà cette éthique de travail, ce professionnalisme, et finalement ça rejoint un petit peu tous les éléments sur sa personnalité que tu as pu évoquer. Il fait bien de ne pas abandonner, puisqu'en fait c'est avant quelque chose de grand. C'est au début de cette saison 2011-2012, les Knicks sont dans une galère de meneurs comme ils s'en ont rarement connu, puisque Baron Davis est blessé, ils ont Mike Bibby qui c'est sa dernière saison en carrière, Tony Douglas qui est bidon, Iman Shumpert qu'ils essayent sur le poste de meneur, mais en fait on se rendra compte que ça n'a rien d'un meneur. Du coup ils font un appel à Jeremy Lin qui est agent libre. Au début il est vraiment en bout de chaîne, il joue à peine 6 minutes en moyenne sur le premier mois de compétition. C'est compliqué pour lui parce qu'il est certes pris par les Knicks, mais il est envoyé en G-League, il dort sur le canapé de son frère, sur le canapé aussi de Landry Fields qui était GM des Hawks il y a encore pas longtemps. Donc la Linsanity n'est pas encore là, il est au Knicks, mais même là c'est encore une galère, c'est à dire que tu peux signer quelque part mais t'es toujours en galère. Ah mais t'es en galère totale. C'est vrai qu'on voit toujours le Strass et Payet des grandes stars, mais tous les joueurs qui ont le 15e, le 13e, le 14e contrat, voilà, tu le disais, ils n'ont pas d'appartement fixe, ça bouge. On le reconnaît pas en boîte, hein, voilà, on le reconnaît pas en boîte, il peut se balader à Manhattan tranquille, personne ne va le reconnaître. Et c'est intéressant que tu parles du contexte de New York en 2011-2012. Un an avant, on a Carmelo Anthony qui a été
tradé, donc qui est censé pouvoir redonner des couleurs à la franchise qui était moribonde depuis quelques années. 2 ou 3 ans avant, tu avais Amar'e Stoudemire qui était revenu après son passage à Phoenix et qui avait été hyper performant, et toute la NBA et les fans, et on connaît New York, avaient beaucoup d'attentes sur cette équipe des Knicks qui a vraiment eu du mal à démarrer. C'est en même temps la période où tu as LeBron qui est avec les Tres Amigos à Miami et qui fait le buzz, et il y a une espèce de narrative qui veut être créée pour mettre ces deux équipes à peu près au même niveau. Le temps nous montrera que non, mais en tout cas sur le contexte de l'arrivée de Jeremy Lin à New York, il y a vraiment toute cette effervescence et un petit peu cette déception pour les Knicks. On arrive en février 2012, le coach des Knicks c'est Mike D'Antoni, qui décide de tenter quelque chose à la main parce qu'ils viennent de perdre 11 de leurs 13 derniers matchs. Mike D'Antoni qui est quand même connu aussi pour lancer des meneurs. On se souvient que c'est lui qui a quand même mué James Harden en meneur, c'est lui qui s'occupait aussi de Chris Duhon qui était en lice pour le All-Star Game, quand même une saison avec New York. Il s'était occupé de Steve Nash à Phoenix, donc c'est quand même un mec qui connaît et qui sait mettre en valeur les meneurs. Et là il se dit tiens, on va tenter Jeremy Lin, et juste avant son premier match son agent lui dit bon, je vais pas te mentir, c'est chaud. Si tu rates cette occasion, je pense que tu peux dire adieu à ta carrière. Pas mal la pression quand même. Pas mal la pression, plutôt réaliste son agent aussi. Alors pour la petite anecdote, Mike D'Antoni c'était le coach principal, c'est lui qui le lance sur le terrain parce que c'est lui qui prend les décisions, mais c'est Kenny Atkinson qu'on connaît bien aujourd'hui puisqu'il a été assistant d'équipe de France et qui est coach de Cleveland. C'est Kenny Atkinson qui est assistant à l'époque et qui souffle à l'oreille de Mike D'Antoni. On a un gars qui est quand même plutôt travailleur, voilà, n'hésite pas à le mettre en avant, et on revient à ce fameux soir de février où tout commence. C'est marrant parce que Kenny Atkinson il va le retrouver aux Nets des années plus tard, on aura le temps d'y revenir, mais c'est pour ça qu'ils nous ont une relation plutôt particulière. Et ce soir-là, il joue contre les Nets. À l'époque, c'est encore à New Jersey, si je dis pas de bêtises. C'est à New Jersey, avec le maillot rétro là. Voilà. Et résultat, il le laisse 36 minutes parce qu'il sort du banc, mais 36 minutes sur le parquet, 25 points, 7 passes, 5 rebonds, et il fait gagner les Knicks. C'est un peu le début de la Linsanity là. Mais alors ça, c'est un match qui est incroyable. J'invite tout le monde à regarder les highlights de ce match. Mike D'Antoni le fait rentrer au premier quart-temps, comme tu le disais, les Knicks sont derrière, pas d'effervescence, un match plutôt plat, et on voit qu'au début Jeremy Lin, là tu sors sa ligne de stats, le match il commence pas tout feu tout flamme, il rentre plutôt timidement, et en fait il arrive à trouver un jeu de passe parce que c'est un joueur qui a quand même des qualités basket et qui a un fort QI basket. Il arrive à trouver très rapidement des passes décisives, notamment sur Chandler qui met des alley-oops, et le coach le laisse sur le terrain, et on voit qu'au fur et à mesure du match il prend confiance. Une fois qu'il fait des passes décisives, il passe en étant un petit peu plus agressif. On voit qu'il est un peu plus agressif, excuse-moi. Il y a les Nets qui s'adaptent défensivement, et il arrive à trouver beaucoup de confiance. Et ce qui est particulier sur ce match-là, c'est que c'est vraiment à la fin du match, à la fin du troisième quart-temps, qu'il commence vraiment à prendre feu quand il est à 17 ou 18 points, et qui commence vraiment à être démonstratif parce qu'il se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de spécial qui se passe. C'est assez dingue, et c'est le début de la Linsanity. Tu te souviens un peu de cette époque de la Linsanity? Est-ce que tu t'en parlais avec Erwan et Thomas, tu le disais en préambule, tu te souviens de l'effervescence qu'il y avait même jusqu'en France, on commençait à parler de ce mec et de ce phénomène? Mais franchement, tu sais, je le dis avec un grand sourire, c'était incroyable. C'était incroyable. On n'avait jamais vu un buzz comme ça, aussi fort. Un gars qui sort de nulle part. Il y avait tout de suite des anecdotes sur le fait qu'il dormait dans le canapé de son frère chez Landry Fields, que le staff des Knicks le connaissait même pas. Un petit peu tout ça. Et cette période, tu sais, moi j'ai 22 ans, on est avec les gars à Malakoff, on débriefe tous les matchs, et en fait c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Un gars qui sort de nulle part, d'origine asiatique, on n'a absolument pas l'habitude de voir ces profils-là, qui commence à casser la gueule à tout le monde, à toutes les équipes, à tous les meneurs qu'il rencontre, en faisant des grosses pointes. Et surtout ce qui est fou, c'est qu'on se dit ça va s'arrêter, il y a eu un match, 2 matchs, ça va s'arrêter. Et à chaque fois c'est de plus en plus fort. Et évidemment on va y revenir, l'apex un petit peu de tout ça, le match contre les Lakers qui est un vendredi soir il me semble. Ouais, on va se faire les matchs un par un. Déjà il y a le match donc contre les Nets, on l'a dit. Ensuite il est titulaire contre Utah, il met 28 points et 8 passes avec encore la victoire. Le match suivant, 23 points, 10 passes contre les Wizards, contre John Wall. Et on n'en a pas parlé, mais en Summer League quand il est avec Dallas,
il joue les Wizards de John Wall et à l'époque il lui vole un peu la vedette dans le 4e quart-temps, il commence à trouver de l'adresse. Finalement John Wall avait gagné avec les Wizards, mais là il le retrouve et il y a cette action, je sais pas si tu l'as en tête, où il met un cross à John Wall et il vient Tomar derrière et on dit attends mais ce mec sait faire ça aussi. Bah, comme tu le dis, c'est le 3e match, je crois qu'on est en 2e mi-temps et il y a une espèce de contre-attaque, transition, il passe John Wall et on se dit allez il va aller mettre un lay-up et là il monte ses qualités athlétiques, il monte au dunk et là t'as tout le banc d'Enix qui pète un câble et en fait là on est en train de se rendre compte que c'est pas un petit effet quoi et que il est vraiment incroyable. Avant d'aller sur le match des Lakers, parlons un peu du joueur qu'est Jeremy Lin, quelle qualité il avait. On le voit être capable de mettre des 3 points, on le voit très rapide sur le drive, capable de mettre des tomars. C'était quoi son profil de joueur du coup? C'était un meneur, tu vois, j'ai du mal à sortir des qualités évidentes qui ressortent de son jeu, tant la NBA est dotée de monstres athlétiques ou techniques. C'était plutôt un meneur qui était complet. Alors c'était pas le plus grand des tireurs à 3 points, j'ai pas sa moyenne en carrière, mais c'était quand même un joueur qui était correct. Je vais pas dire que c'était un meneur gestionnaire, c'était quand même un meneur qui avait un grand QI basket, qui arrivait à lire les écrans, trouver ses intérieurs et faire les extra passes. Et quand il était en surconfiance comme février 2012, qui était capable de faire des gros cartons au scoring. Le match suivant, c'est donc face aux Lakers, on est en pleine Linsanity, c'est au Madison Square Garden et juste avant ce match, on vient parler en conférence de presse à Kobe et on lui dit est-ce que vous allez affronter Jeremy Lin? Est-ce que vous vous rendez compte un peu du phénomène qui est en train de se passer? Il va dire je ne connais pas ce garçon, je ne sais pas ce qu'il a fait. Who is this kid? Yeah, I've heard about him, stuff like that, but I don't know what has he been doing? Est-ce que tu te souviens de cette sortie de Kobe juste avant le match ou pas? Ouais, évidemment, elle avait fait le tour. On voit Kobe torse nu dans le vestiaire un match avant d'aller les affronter et voilà, il est là, on voit que Kobe dans toute sa splendeur, très arrogant, très sûr de lui, qui dit qu'il ne le connaît pas et qu'il dit même que c'est même pas moi qui vais défendre sur lui, pour placer un petit peu le contexte, et c'est quelque chose qui est mémorable. Pour moi la Insanity elle commence à partir du match contre les Lakers, parce que jusqu'avant il y a 3 matchs, donc 3 super matchs, on va pas se mentir, mais il n'y a pas encore ce fait d'armes contre les Lakers, parce que quand les Lakers se déplacent à l'époque, ça reste incroyable. On rappelle que les Lakers ont gagné en 2009 et 2010, donc c'est juste avant, ça reste quand même les rockstars de la ligue, et lorsqu'ils arrivent à New York, lorsque Kobe arrive à New York, c'est tout un événement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va le connaître après le match, puisqu'il va planter 38 points, il va être exceptionnel de drive, d'adresse, il va tout leur faire aux Lakers. Est-ce que c'est un match que tu as regardé en direct? Est-ce que tu te l'es refait depuis? Raconte-nous un peu. Je ne l'ai pas regardé en direct, je vais pas mentir. Par contre, je me suis refait plusieurs fois. Le lendemain, on avait regardé les images, et ce qui est particulier dans ce match-là, c'est que, déjà, on est à New York, donc il a fait ses 3 bons matchs. Tout le monde est chaud sur Jeremy Lin, tout le monde a oublié Amar'e Stoudemire ou Carmelo Anthony. La ville est super chaude sur Jeremy Lin, et il commence à avoir un petit peu toute cette hype autour de lui. Et c'est pas qu'il a du mal à rentrer dans son match, mais c'est un Californien. On connaît l'aura qu'a Kobe, on connaît l'aura qu'ont les Lakers, et il est un petit peu timide. Et à un moment, il a une balle sur le côté à gauche à 3 points. On sait pas, on voit qu'il hésite, soit il attaque, soit il prend son tir à 3 points, et j'ai l'impression qu'il prend un tir à 3 points un petit peu parce qu'il a pas trop de solutions, et là ça rentre. T'as le Garden qui explose, et là il rentre dans son match et il fait un match qui est incroyable. Tu le dis, il met 38 points, il met des fadeaway, il est hyper bon à la passe, le public explose. Pour moi, c'est comme je te disais, c'est là que la Insanity commence. Kobe lui rend bien l'appareil, parce que Kobe reste quand même à cette époque-là un bon joueur. Et moi, l'action de ce match, c'est le spin et le reverse sur Derek Fisher, un petit peu à la Tony Parker, à une vitesse exceptionnelle, où il va finir avec un panier dans la raquette. Et là, à partir de ce moment-là, c'était lancé. Il y a aussi le 3 points devant le banc des Lakers pour tuer le match. Je crois que grâce à ce 3 points, ils remontent à plus 10 et ils vont gagner ce match. Là, on est au prime, tu le disais, de la hype, l'Insanity. Derrière, il y a le match face aux Raptors où il met le game winner à 3 points. Le plus dingue, je pense, dans ces matchs, c'était au-delà de la perf, c'était l'ambiance. Je trouve quand tu revois les images, on s'est refait les matchs, quand tu vois tous les masques Jeremy Lin, même à l'extérieur, en fait, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf ce qu'il a réussi à faire. Non, mais c'était magique, je te le dis, et c'est pas pour mentir ou en rajouter, c'était une période exceptionnelle, et on a très rarement vu ça dans l'histoire du sport. Sur ces 5 premiers matchs, pour ça que je disais que la Linsanity commençait peut-être à son premier match en tant que starter, c'est qu'il inscrit 136 points
Et c'est un record NBA encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres mecs qui, sur leurs 5 premiers matchs titulaires, ont mis autant de points. Ça veut dire plus de 27 points de moyenne quand même sur ces 5 matchs. Grâce à lui, les Knicks en plus, qui avaient perdu 11 de leurs 13 derniers matchs, là vont gagner 10 des 13 suivants. Et il va même permettre aux Knicks d'aller en playoff, sauf qu'il va se blesser. Et c'est peut-être ça la tasse un peu sur son passage aux Knicks, c'est que t'es au prime de ta hype et à ce moment-là presque de ta carrière en fait avec du recul et tu vas pas jouer les playoffs avec les Knicks. Bah oui, c'est terrible. C'est terrible. Alors lui, il faudrait voir aujourd'hui comment est-ce qu'il a vécu cette période-là, mais clairement, il fait passer les Knicks d'une équipe moribonde à une équipe playoffable. Et en mars, donc à peu près un mois après son premier match contre New Jersey, il se fait opérer du genou parce qu'il a une blessure. Et il y a un petit peu tout qui redescend. Et clairement, la Linsanity qui va avec. Je voudrais revenir peut-être pareil pour ceux qui n'ont pas vécu la période. Il y a Amar'e Stoudemire qui était une superstar de la Ligue qui explique que au moment où Jeremy Lin explose, lui, il retourne en Floride d'où il est originaire pour l'enterrement de son frère. Et qu'en l'espace d'une semaine, il part avec un mec dont limite il connaît pas le prénom et il revient et il arrive à l'aéroport à New York et limite il y a son nom sur tous les immeubles de Manhattan. Donc il explique que c'est quelque chose qui était incroyable et qu'il avait jamais vu tout simplement. Il va se retrouver à la une de Sport Illustrated quand même. Il est cité dans le top 100 des personnes les plus influentes par Time Magazine. Il y a quand même un mec dans cette équipe, tu parles de Stoudemire, mais il y a Carmelo Anthony qui est la superstar, qui va pas bien vivre cette période, qui va pas bien vivre le fait qu'il y a un mec qui vole la vedette et quand il va signer, on avance un peu mais on y reviendra, quand il va signer à Houston son contrat, il va dire que c'est un contrat ridicule, je crois que c'est 25 millions sur 3 ans, c'est ridicule parce qu'il le vaut pas. Il le vit très mal Carmelo ce moment. Bah ouais, clairement, lorsqu'on voit les images au moment de la Linsanity sur tous les matchs, sur tous les highlights, on voit qu'il y a un gars qui est pas aussi démonstratif que les autres, c'est Carmelo. Alors sur le premier match, ouais, il est content parce que il sait pas à ce moment-là que Jeremy Lin va exploser et qu'il va pouvoir prendre la vedette et être sous les spotlights. On a déjà souligné ici chez First Team que Carmelo Anthony avait vraiment ce côté diva, mais là c'est vraiment l'incarnation de ce mauvais côté de Melo. Et ce qui est fou, c'est que je pense qu'il s'en est rendu compte au fur et à mesure des années parce que lorsqu'on l'interroge, Carmelo Anthony, aujourd'hui sur ce qu'était la Linsanity, il dit waouh, c'est incroyable, etc. Et dès que tu vas dans les commentaires, tu te rends compte que les gens le descendent parce qu'en fait, on voyait qu'il tirait la gueule. Et tout à l'heure, tu disais que c'était Mike D'Antoni qui était le coach des Knicks. Pile à peu près au moment où il se blesse en mars-avril, il est remplacé par Mike Woodson, et donc nouveau coach, nouveau head coach. Et très rapidement, on se rend compte que Carmelo Anthony est peut-être à l'origine un petit peu du changement de coach et des minutes qui vont descendre pour notre ami Jeremy Lin. Ce qui est ouf sur cette Linsanity, c'est que finalement, on en parle encore aujourd'hui. Ça va durer que quelques mois. Ça va durer que quelques mois puisque derrière, il va quitter les Knicks pour Houston qui propose un contrat que les Knicks décident de ne pas matcher. Alors, est-ce que Carmelo Anthony est derrière ça? On ne sait pas, mais en tout cas, il décide de ne pas matcher. Sûrement. C'est 25 millions sur 3 ans. À l'époque, c'est quand même un beau contrat. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est un peu ridicule, mais... C'est énorme. Aujourd'hui, t'es quatrième option d'une équipe. Tu peux signer 25 millions sur 1 an, limite. À l'époque, bon, je sais pas le salary cap exact, mais très clairement, t'es une superstar. Tu signes 20-25 millions à l'année. Et donc, voilà, là, 25 millions sur 3 ans pour un joueur de son calibre, ça reste une offre qui est énorme, mais vu comme c'était un joueur qui marchait à la confiance et qui était dans une euphorie incroyable, y a beaucoup de fans des Knicks qui étaient déçus du fait que l'équipe ne s'aligne pas, et il y a toujours le spectre, un petit peu le fantôme Carmelo Anthony qui est derrière, et voilà, on a beaucoup de suspicions sur la nature du fait que les Knicks ne matchent pas l'offre. À Houston, il va débarquer avec ce statut donc de la Linsanity, de superstar, de contrat 25 millions sur 3 ans, et il va raconter en interview plus tard qu'on lui demandait presque de sauver le basketball à Houston parce qu'il arrive, on est en 2012, saison 2012-2013, ça fait plusieurs années qu'en fait Houston se fait éliminer au premier tour, sauf qu'il débarque la même année qu'un certain James Harden. Et c'est lui qui va être quelque part le sauveur de Houston. Et même s'il est titulaire la première saison aux côtés du barbu, en fait, il va jamais
et nous les fans, on va jamais retrouver la hype qu'il y a eu autour de Jeremy Lin. Ouais, clairement. C'est intéressant que tu remettes le contexte, notamment avec l'arrivée de James Harden qui arrive, et bon, ça aussi c'est une autre période dont on pourra parler, qui explose tout au scoring lors de ses premiers matchs, et c'est là qu'on s'aperçoit un petit peu des limites de Jeremy Lin, qui arrive dans une franchise où déjà ils adorent les joueurs asiatiques parce que ça a été un énorme marché pour l'Asie avec Yao Ming quelques années auparavant. Voilà, on a vu tous les maillots de Houston que tu connais bien avec les écritures et tout, les écritures en chinois et tout. C'est là qu'on va se rendre compte de ses limites dans son jeu, parce qu'en fait c'était tellement incroyable cette période que difficile de pouvoir recommencer, et en fait la Linsanity, ça aurait été aussi son plus grand ennemi pour pouvoir s'installer durablement dans la ligue, parce que mine de rien, lorsque tu regardes sa première saison à Houston, il fait presque tous les matchs en tant que titulaire, il fait une saison qui est 13,4 points, voilà, 13,4 points en deuxième rôle derrière James Harden, deuxième ou troisième rôle, ça reste solide, mais c'est juste qu'en comparaison avec ce qu'il avait vécu quelques mois auparavant à New York, ça reste quand même bien derrière. Il va le dire lui-même, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il va être obsédé par cette idée qu'il a été à l'origine de la Linsanity. En fait, il va courir après un truc qu'il n'arrivera jamais à rattraper, et finalement, rapidement, on va tomber dans l'après-Linsanity. Il fait pas une mauvaise première saison avec Houston, 13,4 points, plus de 6 passes. Est-ce que toi tu te rappelles juste de cette période à Houston? Est-ce que tu te rappelles des attentes que tu pouvais avoir sur cette équipe, notamment après l'arrivée de Jeremy Lin? T'en attendais des choses? J'attendais pas grand chose de la part de Houston. Voilà, on était quand même lucide, on savait que ça allait pas non plus être une superstar, qu'il allait enchaîner le All-Star Game et être Hall of Famer, mais voilà, on avait surtout des attentes sur le phénomène. On voulait voir si ça allait se poursuivre, s'il allait toujours avoir certains coups d'éclat ou s'installer durablement en NBA, ce qui n'aura pas tout à fait été le cas, ouais. Mais on va pas se mentir, cette année 2012-2013 à Houston, l'attraction principale, ça reste James Harden. Je crois qu'il commence un premier match à 37 ou 38 points, après il met 45 au début des années 2010. C'est pas courant de voir ces marques au scoring, on le redira jamais assez, et voilà, la hype s'éteint tout doucement. Lui il disait que le plus dur, le coach évidemment, le staff commençait à perdre confiance en lui, mais c'était les fans qui l'ont tellement poussé, et ça se retourne contre toi, et en fait tu commences à avoir des moqueries du mec qui disait l'Insanity, en fait ça ne reviendra jamais. Il a dit que c'était très dur mentalement. On le disait, donc pas une si mauvaise première saison. Le problème c'est qu'il se blesse au premier tour contre le Thunder, et du coup Houston perd encore au premier tour sans que Jeremy Lin joue. La saison suivante il va même perdre sa place de titulaire puisqu'il n'y a pas de Beverley qui rentre dans le 5, qui prend la place de meneur. Il y a Dwight Howard aussi qui arrive cette saison là, et encore une fois c'est la fameuse élimination contre Portland avec le shoot de Lillard avec sur une passe de Nico Batum évidemment qui en touche. Il reste 2 ans à Houston. L'année suivante il est tradé chez les Lakers, dans une équipe bien dégueulasse à l'époque, il va faire qu'une saison là-bas et il va avoir le temps de s'embrouiller avec Kobe, qui retrouve 3 ans après la Linsanity. Il va raconter dans le podcast de Matt Barnes que Kobe revenait à l'époque de sa blessure au tendon d'Achille et qu'il était toujours dans sa tête le Kobe de 25 ans, et pourtant il en avait 10 ans de plus, et il pouvait prendre 45 tirs dans un match et tuer le match pour son équipe, et ça commençait à rendre un peu fou Jeremy Lin, qui était le meneur de cette équipe, et qui à un moment donné ça fout la haine quand t'as toute la grande star que tu sois, tu tues le match parce que t'as envie d'être le sauveur. Et il raconte qu'un soir du coup après ce match où ils perdent sur un nouveau shoot de Kobe, il se refaisait les actions et il parlait avec Kobe par message. Et il disait tu peux pas prendre tous les tirs que tu veux et tout. Et derrière du coup Kobe a compris et s'est excusé. Faux. Évidemment il a juste pas adressé la parole à Jeremy Lin de son année aux Lakers. Ouais, il y a plein d'anecdotes sur son passage aux Lakers, racontées notamment par des anciens joueurs. Je pense à celle de Nick Young dans un des nombreux podcasts qu'il y a outre-Atlantique, où il disait que à partir du moment où Jeremy Lin avait manifesté son mécontentement quant à la gestion des fins de match de Kobe, les relations avaient été hyper tendues. T'as beau être Jeremy Lin, c'est une qualité d'être authentique et de savoir parler à ses coéquipiers. On le dira jamais assez. C'est très important dans le sport, notamment lorsqu'il y a plein d'ego et tout. Mais des fois, il y a des personnalités qui ne matchent pas. Des fois, c'est peut-être pas le bon moment. Là, en l'occurrence, Kobe, on va pas revenir sur sa fin de carrière aux Lakers où ça a été très tendu, notamment avec tous ses coéquipiers. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'il n'a pas su accepter. Et évidemment, lorsque tu te grilles avec Kobe, le meilleur joueur de l'histoire des Lakers, Dixit de Magic Johnson.
c'est compliqué. Surtout qu'on n'en retient pas grand-chose finalement de son passage aux Lakers. C'est 1 an, je crois qu'il n'y a même pas de play-off, enfin c'est quasiment sûr, il n'y a pas de play-off. On n'en retient rien. Non, il est passé par la Californie, quoi. Voilà, à côté de chez lui, la seule chose que je retiens, c'est il y a un match qui est serré et où il refuse de faire la passe à Kobe pour pouvoir prendre lui-même le tir, qui marque, et à la fin on le voit discuter un petit peu avec Kobe. Tu sens vraiment les deux savent qu'il y a toutes les caméras qui sont sur eux. C'est un moment qui est sympa, mais c'est la seule chose que je retiens de son passage. Il va pas adresser la parole à Kobe jusqu'à donc la fin de saison. Finalement, il va bouger à Charlotte pour la saison 2015-2016 et c'est la dernière de Kobe cette saison-là. Et ils vont se retrouver sur le parquet du côté de Charlotte, et c'est là où finalement ils vont se rabibocher. Ils vont commencer à se reparler parce qu'ils défendent l'un sur l'autre à un moment donné. Lui, il sera le backup de Kemba sur la saison. Ça va être un renouveau quand même pour Jeremy Lin, ce passage, parce qu'il va finir top 7 à la course au 6e homme de l'année. Et même nous, on va se redire, bon, il peut quand même avoir un rôle dans une équipe en tant que 6e homme. Ça peut être très intéressant d'avoir Jeremy Lin. Ouais, clairement. Je pense qu'après son passage aux Lakers, il a clairement digéré la Linsanity, tout ce qui s'était passé, mais aussi les côtés difficiles de la fin de toute cette hype. Et il se reconcentre vraiment sur le basket et plus uniquement sur ses performances. Là, il veut juste être bon pour son équipe. Et Nicolas Batum, avec qui il est à ce moment-là, je suis tombé sur un extrait où il disait que c'était un grand professionnel et qu'il était resté très focus sur son jeu, et ça s'est traduit sur le terrain, parce que tu le dis, il finit 7e au vote de 6e homme de l'année, ce qui est pas rien. Et voilà, il y a pas non plus énormément de joueurs qui terminent dans ces classements, et c'est hyper valorisant, et on se rend compte qu'il s'est vraiment reconcentré sur son jeu, même s'il fait des bonnes coupes de cheveux de merde. C'est ça, j'allais faire un petit aparté là-dessus, c'est qu'il s'est envoyé une crête de bâtard sur cette année-là. Il a les tresses à Brooklyn. Ouais. C'est un mec qui a tenté des drôles de coupes quand même. Ouais, une forte personnalité, franchement ça fait kiffer. Voilà, des bons moments. Je sais pas si t'as l'anecdote avec Kenyon Martin. Non, dis-moi. En fait, le moment où il se fait ses tresses, t'as Kenyon Martin qui fait une déclat catastrophique en disant qu'il s'approprie la culture afro-américaine en se faisant des tresses, et t'as Jeremy Lin qui lui répond ouais, mais toi t'as des tatouages chinois, et ça avait bien coué le bec, donc c'était sympa. Donc il reprend un peu de hype sur ce passage à Charlotte, à tel point que les Nets vont lui proposer un contrat de 36 millions sur 3 ans. Pourquoi il signe là-bas ? Parce qu'à l'époque, les Nets sont la deuxième pire équipe de la ligue. Ouais. Vraiment, à cette époque-là, ils sont cata, avec une gestion un peu dégueulasse. Et déjà parce que Sean Marks débarque lui en tant que GM et fait un peu le tri dans tous les contrats poison, parce qu'il y a une place de titulaire. Et puis il y a Kenny Atkinson qui est le coach, et qui à l'époque de la Linsanity, tu l'avais dit, l'avait lancé. Donc on a l'impression que cet environnement Brooklyn est intéressant pour lui quand il arrive. Bah oui, clairement, il revient à New York, là où tout a vraiment commencé pour lui. C'est une ville spéciale pour lui, t'as raison. Clairement, même si c'est pas les Knicks, il y a un petit peu moins d'aura. Et puis, comme tu dis, il y a un gros contrat à la clé, même si le salary cap avait quand même explosé depuis Houston. Et puis, voilà, cette possibilité de pouvoir inscrire son nom dans la durée. Et voilà, on parle pas suffisamment de la santé mentale dans le sport de haut niveau, et vivre un haut aussi haut comme il l'a vécu, c'est intense, c'est très intense, et redescendre aussi rapidement l'espace d'une demi-saison, une saison, ça laisse des traces. Et lorsque tu es dans cette situation là, j'ai jamais été, je te rassure, attention, la saison suivante là. j'imagine que tu as envie de prouver à tout le monde que tu peux rester un joueur solide de NBA. Et je le disais, il a fait presque 500 matchs en carrière, ça reste quand même solide. Pour le coup, cette saison avec les Nets, elle va plutôt bien se lancer, mais le problème c'est que son corps il va commencer à le lâcher, il va se blesser, rater 46 matchs dans sa première saison, puis la saison suivante il joue un match et il se fait une rupture du tendon rotulien au genou. La blessure elle est horrible. Tu vois que ça marque un nouveau coup d'arrêt, et en fait il est dépité parce qu'il se rend compte que c'est potentiellement une blessure de fin de carrière qui peut complètement tout stopper, et là tu remets tout en cause. Je parlais de santé mentale, les joueurs ils se définissent comme leur identité, c'est eux, c'est les joueurs, c'est le côté basket, et quand tu as une blessure qui peut potentiellement arrêter ta carrière, tout de suite il y a plein de questions qui se posent. Déjà finito la saison, donc on se dit que ça peut être compliqué pour la fin de carrière, mais on l'a répété tout au long de cette vidéo, la résilience de Jeremy Lin va lui permettre de revenir. Il va revenir avec les Hawks en 2019 parce qu'on veut qu'il soit le mentor de Trae Young qui débarque dans la ligue depuis peu, mais il est cut, et à la trade deadline il va être récupéré par les Raptors qui eux construisent un roster en vue des playoffs. Ils veulent de l'expérience, et Jeremy Lin mine de rien a l'expérience. Finalement on connaît toute
l'histoire où les Raptors vont terminer champions. Il va donc terminer sa dernière saison avec un titre. L'histoire, elle est quand même belle. Bah oui, c'est magnifique. Il n'y a pas tous les joueurs qui ont eu cette fin de carrière. Il est tradé du coup, comme tu le disais, au milieu de la saison 2018-2019. Il arrive en même temps que Marc Gasol, il me semble, dans cet effectif qui va être champion, mais pas non plus dans un effectif, au début des playoffs, on n'est pas tous à dire que les Raptors vont être champions NBA. Donc voilà. Et puis mine de rien, il arrive à trouver une place dans sa rotation. Alors forcément pendant les playoffs, on resserre un petit peu. Voilà, il joue quelques minutes, mais il fait partie de cet effectif et on le dira jamais assez. Faire partie de l'aventure, faire partie de ce chemin, de cette journée comme ils disent, c'est hyper important et franchement sa bague, elle est amplement méritée et puis il l'a volée à personne quoi. Et puis c'est le premier joueur d'origine asiatique à avoir un titre et je pense que depuis, j'ai essayé de réfléchir, mais je pense pas qu'il y ait eu un nouvel asiatique qui ait pu gagner un titre, enfin américano-asiatique, puisqu'on rappelle qu'il a la nationalité américaine. Sa fin de carrière, elle va être en D-League, puis en Asie, puisqu'il n'arrivera jamais à retrouver de contrat NBA. Il va partir en Asie, on remporte le titre et le trophée de MVP à Taïwan, avant de prendre sa retraite, donc là récemment à 37 ans. On a refait toute sa carrière là. Pour toi, quelle trace il va laisser dans cette NBA? On sait que tous les joueurs ne peuvent pas laisser une trace. il y en a beaucoup trop qui passent. Quelle trace il laisse lui quand même? Comme tu le dis, il a déjà la chance de laisser une trace. Alors, comme je le disais, on se rappellera forcément de la Linsanity, de ce moment très court mais très intense. Mais lorsque tu dézoomes un petit peu et que tu revois sa moyenne de points en carrière, qui est presque à 12 points sur 500 matchs, ça reste quand même hyper solide. Je pense qu'on pourrait prendre plein de joueurs dont on connaît tous le nom, qui n'ont pas autant de matchs et qui n'ont pas de points en carrière aussi importants que lui. Donc voilà, on ne pourra jamais s'empêcher de penser à ce moment de février 2012 parce que ça reste vraiment exceptionnel. Mais voilà, il faut pas non plus se dire que voilà, il a eu juste ce moment-là et que sa carrière se résume à ça. Il y a quand même eu un petit peu de continuité, des moments hauts, des moments bas, et au final, c'est le lot de beaucoup de joueurs, quoi. Comme d'habitude, on se finit avec quelques questions rapides. C'est quoi pour toi son meilleur match en carrière? Le match contre les Lakers, 38 points. 38 points. Difficile de faire mieux. Son pire souvenir? Est-ce que tu as un pire souvenir? Son pire souvenir, forcément sa grosse blessure et peut-être la signature à Houston. Qui n'a pas été matché par les Knicks. Tu l'associes à quel joueur en premier? C'est dur. Tu vois, là tout de suite, je pourrais dire Kobe. Mais tu vois, quand tu dis. Mais par contre, Kobe, on l'associe pas à Jeremy Lin. Ouais, je dirais Kobe parce qu'il y a ce match contre les Lakers. Il y a ces moments marquants auxquels on repense sur les mésententes notamment. Mais voilà, ouais, je dirais Kobe. J'imagine que pour la franchise, il n'y aura pas trop de débat. C'est New York. New York. New York à jamais. On peut dire ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, on a fait le tour de la carrière de Jeremy Lin. Ça a été pas mal de trucs à revivre. Mine de rien, pour tous ceux qui n'ont jamais vécu la Linsanity, c'est une période vraiment qu'il faut connaître quand tu es fan de NBA. Et puis pour tous ceux qui l'avaient vécu, c'est des bons moments à se remémorer. Merci Tutur, c'était cool. Ouais, merci à toi. C'était cool. Et puis on se retrouvera pour d'autres joueurs. Je sais que tu étais chaud de pas mal de joueurs et de carrières à revisiter. Ouais, clairement, là, tu vois, Jeremy, c'est les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu vois, moi qui ai aujourd'hui 35 ans, comme Tom Dufan. 2 ans de moins que Jérémy. Voilà. Okay, oui, que Jeremy Lin, ouais. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a suivi la NBA, qu'on a tous nos souvenirs et qu'on a construit notre culture aussi. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle, il y a la vidéo avec John Wall qui est sortie avec Kevin Séraphin et Thomas notamment. Il y a donc cette vidéo avec Jeremy Lin et ça veut dire que Double Team, ça continue toute l'année. C'est pas que l'été, donc ça c'est plutôt cool. Donc il y aura des vidéos qui vont arriver sur des événements comme ça. Là, il y avait 2 retraites, donc on en a profité. Il y a les vacances de Noël qui arrivent, donc on prépare pas mal de vidéos aussi pour cette période-là. Bref, restez bien connectés sur First Team. Il y a plein de contenu qui arrive. Ciao.